Imaginez, un cri de fille résonne dans les couloirs de pierre du château de Bléau, une nuit d'hiver en 1457. Le son tranche dans le vent glacial comme une lame dans la soie. Dans une chambre éclairée seulement par des bougies vacillantes, Lady Margaret Bowert, 13 ans, serre les draps ensanglantés sous elle, son petit corps convulsé par une douleur qu'aucun enfant ne devrait jamais endurer. Les sages-femmes murmurent des prières en latin, leurs visages graves dans les ombres dansantes. Dehors, la neige tombe sur le sol gelé du Bedfordshire. Mais dans cette pièce, un futur roi d'Angleterre est arraché à une fille à peine sortie de l'enfance. Les cheveux de Margaret collent à son visage transpirant tandis qu'une nouvelle vague d'agonie la submerge. Elle est en train de mourir, pense-t-il. Le bébé est trop gros, ses hanches trop étroites. À 13 ans, son corps n'a pas fini de grandir. Pourtant, elle se démène pour mettre au monde le fils qui un jour montera sur le trône d'Angleterre sous le nom d'Henri VIII. L'ironie n'échappe à personne. Cet enfant, né d'une telle souffrance, mettra fin au conflit le plus sanglant de l'histoire d'Angleterre et fondera la dynastie Tudor qui remodèlera le monde. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et n'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me faire savoir d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ces anciennes histoires ensemble, de différents endroits du monde, connectés à travers le temps et l'espace par notre curiosité partagée pour le passé. La jeune fille qui se débat dans ce lit n'était pas une simple noble. Lady Margaret Bowert portait en elle le sang des rois, plus précisément le sang de Jean de Gand, duc de Lancaster, quatrième fils d'Édouard III. Mais le sang royal, comme Margaret allait le découvrir tout au long de sa vie extraordinaire, pouvait être à la fois une bénédiction et une malédiction. Dans le paysage politique sauvage de l'Angleterre du XVe siècle, où les guerres des deux roses allaient bientôt déchirer le royaume, de tels lignages faisaient de vous soit une pièce précieuse, soit une menace dangereuse. Le chemin de Margaret vers cette chambre d'accouchement a commencé des années plus tôt, alors qu'elle était encore enfant jouant dans les jardins du château de Bléau. Née vers mai 1443 de John Bowert, premier duc de Somerset, et de Margaret Beauchamp de Bléau, elle est entrée dans un monde où les alliances changeaient comme le sable et où le mariage était l'arme ultime de l'art politique. Son père mourut alors qu'elle n'avait pas encore 1 an. Certains disent par sa propre main, après que des défaites militaires en France l'eurent brisée et déshonorée. D'autres murmuraient poison, car à cette époque, les murmures de poison suivaient chaque mort inattendue de la noblesse, comme des vautours suivant une armée. Les circonstances de la mort de John Bowet hantaient les premières années de Margaret. Il avait commandé les forces anglaises en France pendant les phases finales de la guerre de Cent Ans, assistant impuissante à la perte progressive des territoires conquis par Henri V. Les désastres militaires le rongèrent comme un cancer. À son retour en Angleterre en 1444, les courtisans remarquèrent ses yeux creux et ses mains tremblantes. Il parlait peu, mangeait moins et passait des heures à regarder le vide. Le 27 mai 1444, il fut retrouvé mort dans ses appartements à Wimborne Minster. La cause officielle était la fièvre, mais ceux qui étaient le plus proches de lui savaient mieux. Que ce soit par la lame, le poison ou simplement le poids de l'échec, John Bowet avait choisi la mort plutôt que le déshonneur. La mère de Margaret ne perdit pas de temps pour assurer l'avenir de sa fille. La douairière duchesse Margaret Beauchamp comprenait les règles de survie dans un monde où les femmes et les enfants n'avaient de valeur que par les alliances qu'ils pouvaient sceller. À l'âge de 6 ans, la petite Margaret était promise à John de Paul, fils de William de Paul, duc de Suffolk. Le contrat liait 2 des familles les plus puissantes d'Angleterre dans une alliance qui semblait inébranlable. Mais la politique avançait plus vite que l'enfance, et lorsque Suffolk tomba en disgrâce et fut assassiné en traversant la Manche en 1450, ses fiançailles devinrent un simple chiffon de papier. Le crime de Suffolk avait été de négocier le mariage d'Henri VI avec Marguerite d'Anjou et la cession du Maine et de l'Anjou à la France, des termes qui avaient mis en rage la noblesse et le peuple anglais. Sa mort fut brutale, même pour l'époque. Traîné de son navire par des pirates ou des ennemis politiques,
Il fut forcé de s'agenouiller sur le pont tandis qu'un de ses capteurs lui tranchait la tête avec une épée rouillée, nécessitant une demi-douzaine de coups maladroits. Les femmes Bowett apprirent tôt que la survie signifiait l'adaptabilité. Sa prochaine trahison survint rapidement avec Edmund Tudor, comte de Richmond, demi-frère du roi Henri VI par le mariage de sa mère avec Owen Tudor. Les Tudors étaient des parvenus gallois à la légitimité douteuse, mais ils avaient une chose qui comptait plus que les anciennes lignées, la faveur du roi. Owen Tudor avait été un fonctionnaire de la cour qui avait attiré l'attention de Catherine de Valois, la veuve d'Henri V. Leur mariage secret avait scandalisé la noblesse, mais avait donné 2 fils, Edmund et Jasper Tudor, que Henri VI reconnut et éleva à la pairie. En 1455, alors que Marguerite avait environ 12 ans, elle épousa Edmund Tudor dans une cérémonie qui scellait des alliances politiques avec des mots d'amour qu'elle comprenait à peine et des vœux qui la lieraient à un destin inimaginable. Le mariage eut lieu au château de Bléau, la même forteresse où Marguerite avait passé son enfance. La grande salle était décorée de tapisseries représentant les exploits de ses ancêtres Buffett, tandis que la chapelle où ils échangèrent leurs vœux contenait le tombeau de son grand-père, John Buffett, comte de Somerset. Edmund Tudor était un homme dans la vingtaine, expérimenté par la guerre et la politique. Marguerite était encore en train de grandir, sortant des vêtements de son enfance. Le mariage fut consommé immédiatement. Il n'y avait pas de concept d'attente de la maturité physique à une époque où les jeunes filles nobles étaient traitées comme des juments de reproduction pour des ambitions dynastiques. La nuit de noces fut un traumatisme dont Marguerite ne parla jamais plus tard. Mais la preuve de son impact serait inscrite dans les dommages permanents à son corps et dans sa dévotion religieuse à vie qui frôlait l'obsession. Quelques mois après son mariage, le corps de Marguerite commença à changer d'une manière qui terrifia son jeune esprit. Les femmes plus âgées autour d'elle parlaient à voix basse de son état, leur visage mêlant joie pour un héritier potentiel et inquiétude pour une mère si jeune. La propre mère de Marguerite observa le ventre croissant de sa fille avec une profonde anxiété. Elle avait 18 ans lorsque Marguerite est née, assez âgée pour survivre à l'accouchement en toute sécurité. À 12 ans, bientôt 13, Marguerite tentait quelque chose qui avait tué d'innombrables femmes plus âgées et plus fortes qu'elle. Mais Edmund Tudor ne verra jamais son enfant naître. À l'automne 1456, alors qu'il faisait campagne au pays de Galles contre les forces yorkistes, il fut capturé au château de Carmarthen. Les circonstances de sa capture et de sa mort subséquente restent troubles, enveloppées dans le brouillard de la guerre civile et des intrigues politiques. Certains récits suggèrent qu'il a été pris lors d'une attaque surprise alors que ses forces étaient dispersées dans le sud du pays de Galles. D'autres suggèrent une trahison au sein de ses propres rangs. Qu'il soit mort de la peste dans sa prison ou assassiné par ses captors reste l'un des mystères non résolus de l'histoire. L'explication de la peste était commode pour ses capteurs. Les maladies étaient fréquentes dans les prisons médiévales, et prétendre à une mort naturelle permettait d'éviter les accusations de meurtre d'un demi-frère royal. Mais les chroniqueurs contemporains ont noté la rapidité suspecte de son déclin et le refus de ses geôliers d'autoriser les médecins à le soigner. Ce que nous savons, c'est qu'en novembre 1456, Margaret, âgée de 13 ans, était veuve, enceinte et totalement seule dans un monde sur le point d'exploser en guerre civile. La nouvelle de la mort d'Edmund parvint à Margaret au palais de Lanf dans le Pembrokeshire, où elle séjournait pendant que son mari faisait campagne. Le messager arriva un soir de novembre trempé par la pluie, son cheval couvert de sueur après la course désespérée à travers le pays de Galles. Margaret était dans la chapelle du palais, priant pour le retour en toute sécurité de son mari, lorsque les pas du messager résonnèrent sur le sol de pierre derrière elle. Elle sut avant même qu'il ne parle que son monde s'était effondré. Jasper Tudor, le frère cadet d'Edmund, prit la responsabilité de sa belle-sœur enceinte. La décision était à la fois chevaleresque et pragmatique. Margaret portait l'héritier potentiel de la lignée Tudor, l'enfant qui pourrait perpétuer le lien royal de sa famille. Il l'amena dans sa forteresse au château de Pembroke au pays de Galles, où les murs de pierre massifs offraient une protection contre le chaos croissant à l'extérieur. Pembroke était une forteresse au bord du monde,
perché sur des falaises au-dessus de Milford Haven, où les vagues de l'Atlantique s'écrasaient sans cesse contre les rochers en contrebas. Ici, dans ce château gallois isolé, Margaret allait vivre l'expérience la plus éprouvante de sa jeune vie. Le voyage à Pembroke, enceinte de plusieurs mois, fut en soi une épreuve. Les routes d'hiver étaient à peine praticables, creusées de boue gelée et bloquées par des arbres tombés. Margaret voyageait dans une civière tirée par des chevaux, chaque secousse envoyant la douleur à travers son corps gonflé. Le voyage qui aurait dû durer 2 jours s'étendit à 5 jours alors qu'il contournait des rivières en crue et évitait des bandes d'hommes armés dont les loyautés étaient inconnues. Le château de Pembroke en hiver était un refuge difficile, construit sur un affleurement de calcaire au-dessus de la rivière Pembroke. Le château dominait le paysage sur des kilomètres à la ronde. Son grand donjon rond, haut de près de 80 pieds, avait résisté aux sièges et aux tempêtes pendant 3 siècles. Mais le confort n'était pas son but, la survie l'était. Les chambres du château étaient froides et venteuses, réchauffées seulement par de grands foyers qui dévoraient le bois plus vite que les serviteurs ne pouvaient l'approvisionner. Les chambres de Margaret étaient ornées de tapisseries épaisses pour bloquer le vent qui sifflait à travers chaque fissure des vieilles pierres. L'hiver 1456-1457 fut particulièrement brutal. De la glace se formait à l'intérieur des fenêtres du château, et le vent marin hurlait à travers chaque fissure des vieilles pierres. Marguerite, le ventre gonflé d'enfant, pouvait à peine parcourir la longueur de sa chambre sans s'épuiser. Son corps, encore celui d'une enfant à bien des égards, se débattait sous le poids qu'il portait. Le médecin du château, homme érudit ayant étudié aux universités d'Oxford et de Paris, l'examinait avec une inquiétude croissante. Ses hanches étaient trop étroites, confia-t-il à Jasper Tudor. L'enfant était mal positionné. L'accouchement serait dangereux, peut être fatal. Le docteur Louis Carleon était un homme qui avait accouché des enfants de reines et de paysannes. Il avait étudié les anciens textes d'Hippocrate et de Galien, assisté aux conférences des plus grands médecins de sa génération et accumulé 40 ans d'expérience dans les arts de la guérison. Mais alors qu'il examinait l'enfant enceinte sous ses soins, tout son savoir lui semblait insuffisant. Le bassin de Marguerite n'était pas entièrement développé. Elle était encore en pleine croissance. Le bébé dans son ventre était gros, mal positionné et montrait des signes de détresse. Il confia ses craintes à Jasper Tudor lors d'une rencontre privée dans le solar du château. La neige tourbillonnait dehors, à travers les fenêtres à meurtrières, tandis que les 2 hommes discutaient du sort de Marguerite à voix basse. Killéon fut direct. Il avait déjà vu cette situation, et elle se terminait rarement bien pour la mère ou l'enfant. Il pouvait essayer de retourner le bébé, mais cela pourrait tuer les 2 patients immédiatement. Il pouvait essayer d'attendre, espérant que la nature corrige la position, mais ce délai augmentait le risque de mort pour l'enfant et l'épuisement de Marguerite. Ou il pouvait tenter un accouchement par césarienne, une intervention presque invariablement fatale pour la mère. Jasper Tudor, à peine âgé de 25 ans, affrontait le terrible fardeau de décider du sort de sa belle-sœur. Si Marguerite mourait, la lignée des Tudor s'arrêterait avec lui, un fils cadet sans héritier légitime. Si elle vivait mais perdait l'enfant, le même résultat suivrait. Les implications politiques pesaient lourdement, mais l'affection personnelle aussi. Il s'était attaché à la jeune fille courageuse et intelligente qui avait affronté le veuvage avec tant de dignité. Alors que la grossesse de Marguerite progressait au cours des sombres mois d'hiver, elle affichait une maturité qui démentait son âge. Elle passait son temps à apprendre tout ce qu'elle pouvait sur la politique et l'art de gouverner, comprenant instinctivement que la connaissance serait son arme la plus puissante dans les luttes à venir. Jasper Tudor, impressionné par son intelligence et sa détermination, devint son tuteur dans l'art de la survie. Il lui apprit à lire les visages, à déchiffrer les messages implicites derrière le langage diplomatique et à comprendre la toile complexe d'alliances et d'onimité qui régissait la société noble. Marguerite se lança également dans des études religieuses avec une intensité qui inquiétait ses servantes. Elle passait des heures dans la chapelle du château, priant devant l'autel jusqu'à ce que ses genoux soient saignants et en sang. Elle mémorisa des prières latines, étudia des textes théologiques
et développa une profonde relation personnelle avec Dieu qui la soutiendrait pendant des décennies de lutte politique. Certains historiens suggèrent que sa religiosité extrême commença comme un mécanisme de défense face au traumatisme du mariage forcé et de la maternité imminente, une façon de donner un sens à une souffrance qui semblait autrement insensée. Le prêtre du château, le père Meredith, devint une autre figure importante dans l'éducation de Marguerite. Un Gallois qui avait été formé à Cambridge avant de prendre les ordres, il comprenait à la fois les connaissances classiques des universités et la politique pratique de la survie dans un monde violent. Il apprit à Marguerite que Dieu agissait souvent par l'intermédiaire de l'homme, que la prière sans action était vaine, mais que l'action guidée par la prière pouvait déplacer des montagnes. Cette nuit de janvier 1457, le travail de Marguerite commença avec des douleurs qui la courbèrent. Elle avait marché sur les remparts du château, faisant l'exercice que le docteur Carleon insistait pour être nécessaire à sa santé. Lorsque la première contraction survint, la douleur était sans précédent, une sensation de compression, de déchirure qui semblait lui fendre le corps en deux. Elle s'effondra contre les remparts de pierre, haletant, tandis que ses servantes accouraient pour l'aider à retourner dans ses chambres. Les sages-femmes, des femmes expérimentées qui avaient accouché d'innombrables bébés, échangèrent des regards chargés de sens. Elles avaient déjà vu cela, une enfant essayant de donner naissance à un enfant, la nature poussée au-delà de ses limites par l'ambition humaine et la nécessité politique. Elles préparèrent leurs instruments et dirent leurs prières, sachant qu'avant l'aube, l'une ou l'autre de leurs patientes pourrait être morte. Dame Gwen Fetch Dafford, une sage-femme principale, était une femme qui accouchait de bébés depuis 30 ans. Elle avait appris son métier de sa propre mère et de sa grand-mère, héritant de secrets transmis de génération en génération de femmes galloises. Elle connaissait des herbes qui pouvaient soulager la douleur, des techniques pour tourner les bébés en siège, et des prières qui semblaient donner de la force aux mères en travail. Mais alors qu'elle examinait Marguerite, son visage écorché devint grave. Les autres sages femmes préparèrent leurs instruments avec une efficacité sombre. Il y avait des couteaux pour couper le cordon ombilical, mais aussi pour des interventions trop horribles à envisager. Des crochets et des forceps pour extraire les enfants morts, des potions pour fortifier les mères faibles et des reliques saintes pour invoquer l'intervention divine. La chambre était remplie de la fumée des herbes brûlées, lavande pour calmer, romarin pour fortifier, et d'autres plantes dont les propriétés n'étaient connues que des femmes qui assistaient aux naissances et aux décès. Pendant 18 heures, Marguerite a souffert d'une agonie indescriptible. Ses cris résonnaient sur les murs de pierre jusqu'à ce que sa voix s'éteigne complètement, ne laissant que des halètements, des sons d'animaux souffrants. Les sages-femmes travaillaient frénétiquement, leurs mains ensanglantées alors qu'elles essayaient de sauver la mère et l'enfant. Dame Gwen utilisait toutes les techniques de son arsenal considérable. Massage, changement de position, remèdes à base de plantes et encouragement constant chuchoté à l'oreille de Marguerite. Jasper Tudor faisait des pas de long en large dans les couloirs, ses bottes cognant sur les pierres, sachant que l'avenir de la cause lancastre pouvait mourir dans cette chambre. Il pouvait entendre les cris de Marguerite à travers la lourde porte de chêne, chacun la traversant comme une lame. Des serviteurs accouraient avec des bassins d'eau chaude et des brassées de linge propre, leurs visages reflétant la gravité de la situation. Père Meredith était agenouillé dans la chapelle, priant sans cesse pour la jeune femme dont la vie pendait à un fil. Alors que l'aube approchait, la force de Marguerite commençait à faiblir. Elle était en travail depuis près d'une journée entière. Son jeune corps avait poussé bien au-delà de ses limites. Le docteur Karl, appelé à son réveil inquiet, l'examina et parla à voix basse et pressante à Dame Gwen. Le bébé était vivant mais en détresse, son rythme cardiaque irrégulier et faible. Marguerite saignait intérieurement, son pouls était faible et sa peau pâle comme du parchemin. La décision fut prise d'essayer une extraction manuelle, une intervention dangereuse qui pourrait sauver l'enfant au prix de la vie de la mère. Dame Gwen avait déjà pratiqué cette technique, mais jamais sur quelqu'un d'aussi jeune et petit. Elle positionna soigneusement Marguerite, priant silencieusement Sainte Marguerite d'Antioche, sainte patronne des accouchements.
Alors qu'elle se préparait à pénétrer dans le corps de la jeune femme et à guider le bébé dans le monde, lorsque le bébé est finalement sorti, arraché au corps de Marguerite dans un processus qui a failli la tuer, les sages-femmes retinrent leur souffle. Le nourrisson était pâle, respirant à peine, couvert de sang et de liquide amniotique. Pendant un moment terrifiant, la chambre était silencieuse à l'exception de la respiration laborieuse de Marguerite et du crépitement du feu dans le foyer. Puis Dame Gwen nettoya la bouche et la gorge du bébé, et le son qui changea tout envahit l'air. Un faible cri d'enfant, un gémissement amer qui annonça l'arrivée d'Henry Tudor, futur roi d'Angleterre. Margaret, à peine consciente, son jeune corps brisé par l'épreuve, entendit le premier cri de son fils à travers un brouillard de douleur et d'épuisement. Elle essaya de le prendre dans ses bras, mais ses bras ne répondaient plus aux ordres de son esprit. Dame Gwen plaça le bébé sur la poitrine de Margaret un bref instant, la première rencontre traditionnelle entre mère et enfant, avant de le précipiter vers le feu pour le nettoyer et l'emmitoufler. Les yeux de Margaret suivirent l'enfant avec une intensité désespérée, mémorisant chaque détail de son petit visage. Les dommages au corps de Margaret étaient graves et permanents. Le docteur Carl Cleon, qui l'examina dans les jours suivant l'accouchement, découvrit d'importantes déchirures et des lésions internes qui ne cicatriseraient jamais complètement. Le médecin parla à voix basse de chair déchirée et d'organes endommagés, de pertes de sang qui avaient failli être fatales. Elle ne porterait plus jamais un autre enfant. Cet accouchement traumatique avait mis fin à ses années de fertilité avant même qu'elle n'ait véritablement commencé. À 13 ans, elle était effectivement stérile, sa vie reproductive sacrifiée sur l'autel de la politique dynastique. Le rétablissement physique fut d'une lenteur agonisante. Pendant des semaines, Margaret flotta entre la vie et la mort, accablée par la fièvre et l'infection. Le docteur Keon appliqua tous les remèdes de son arsenal considérable, saigné pour équilibrer ses humeurs, emplâtre à base de plantes pour combattre l'infection, et vin fort fortifié de plantes médicinales pour lui redonner des forces. Dame Gwen ne la quitta jamais, lui versant du bouillon entre les lèvres craquelées de Margaret et surveillant chaque changement dans son état. Le rétablissement psychologique de Margaret s'avéra encore plus complexe. Le traumatisme de son expérience se manifesta par des cauchemars qui la firent crier et pleurer dans les petites heures du matin. Elle développa une peur intense du contact physique, reculant même devant le toucher le plus doux de ses servantes. Sa relation avec son nouveau-né fut compliquée par l'association entre sa présence et sa douleur. Elle l'aimait désespérément mais pouvait à peine le supporter sans être submergée par les souvenirs de son accouchement violent. Mais si le corps de Margaret Buffett était brisé, son esprit restait intact. Alors qu'elle se rétablissait lentement dans les mois suivant la naissance d'Henri, elle commença à faire preuve de la volonté de faire et de l'intelligence calculatrice qui fera d'elle l'une des femmes les plus puissantes de l'histoire anglaise. Elle comprit, même dans son état affaibli, que son fils représentait l'avenir de la cause Lancastre. Elle comprenait également qu'une veuve sans terre avec un bébé avait besoin de protection dans un monde se dirigeant vers le chaos. Les guerres des deux roses éclataient autour d'elle avec une violence croissante. En 1455, la première bataille de Saint-Alban avait annoncé que l'Angleterre réglerait ses différends dynastiques à l'épée et à la hache plutôt qu'à la négociation. La rose blanche d'York affrontait la rose rouge de Lancaster dans un conflit qui allait engloutir la noblesse d'Angleterre pendant 3 décennies. Richard, duc d'York, réclamait le trône en raison de sa descendance du second fils d'Édouard III, tandis que les Lancastriens le détenaient grâce à leur descendance du 4e fils d'Édouard III, Jean de Gand. Marguerite, porteuse de sang lancastrien par sa lignée Buffett, était désormais automatiquement alignée sur une cause qui perdait rapidement du terrain. Le roi lancastrien, Henri VI, était largement considéré comme faible, être fou et certainement incapable de gouverner efficacement. Sa reine, Marguerite d'Anjou, était plus capable, mais aussi plus haïe. Une étrangère à qui l'on attribuait les revers militaires de l'Angleterre en France et la glissade du royaume vers la guerre civile. Sa solution fut de se remarier. En 1458, à peine rétablie de l'accouchement d'Henri, elle épousa Sir Henry Stafford, le fils cadet du duc de Buckingham.
Le mariage fut une affaire discrète, rien de comparable au faste qui avait accompagné son mariage avec Edmund Tudor. Marguerite était encore faible, encore en deuil, et son nouveau mari était un étranger choisi pour son utilité politique plutôt que pour son affection personnelle. Stafford était un sympathisant yorkiste, mais plus important encore, il était un pragmatique qui comprenait que protéger Marguerite signifiait protéger les précieux domaines et les lignées des Stafford. Pour Marguerite, ce mariage représentait la sécurité pour elle et son fils, même si cela signifiait partager un lit avec un homme dont les loyautés politiques étaient opposées à ses convictions les plus profondes. L'arrangement était plus un partenariat commercial qu'une union romantique, une solution pratique à des problèmes pratiques. Le contrat de mariage négocié par la mère de Marguerite et le père de Stafford était extrêmement détaillé, reflétant la situation politique complexe. Marguerite conserverait le contrôle de ses domaines Stafford, assurant ainsi que l'héritage de son fils reste intact. Stafford fournirait une protection militaire et une couverture politique aux sympathies lancastriennes de la famille. Plus important encore, le jeune Henri Tudor resterait sous la tutelle de Jasper Tudor au pays de Galles, une disposition qui a probablement sauvé sa vie. Le mariage avec Stafford dura 14 ans, traversant certains des conflits les plus sanglants de l'histoire anglaise. Marguerite observa de son balcon les vicissitudes de la guerre balayant l'Angleterre. Des rois montaient et tombaient avec une étonnante rapidité. Henri VI fut déposé, Édouard IV couronné, Henri VI rétabli, puis Édouard IV triomphait à nouveau. Chaque changement de règne apportait de nouveaux dangers pour ceux dont la loyauté était douteuse ou qui possédaient des lignages précieux. Marguerite apprit à naviguer dans ces eaux troubles avec une habileté croissante. Elle cultiva des relations avec des femmes des deux camps, comprenant que les réseaux féminins s'avéraient souvent plus durables que les alliances masculines. Elle correspondait régulièrement avec Elizabeth Woodville, la reine Édouard IV, tout en maintenant des communications secrètes avec Marguerite d'Anjou dans son exil français. Ces relations exigeaient une habileté diplomatique extraordinaire. Un seul mot mal placé pouvait entraîner des accusations de trahison. Pendant toutes ces années troubles, le fils de Marguerite, Henri, resta au pays de Galles sous la garde de Jasper Tudor. Cet arrangement était pratique, mais déchirant pour Marguerite. Elle voyait son seul enfant peu, être 1 ou 2 fois par an, et encore seulement dans des conditions soigneusement négociées. Henri passa de l'enfance à l'adolescence puis à la jeunesse comme un étranger à sa propre mère, élevé dans les collines galloises par son oncle, tandis qu'elle manœuvrait dans les courants impitoyables de la politique de la cour d'Angleterre. La séparation était nécessaire, mais agonisante. Marguerite versa ses instincts maternels frustrés dans des lettres, des messages soigneusement codés qui pouvaient traverser les lignes ennemies sans révéler d'informations dangereuses. Elle envoyait des cadeaux quand c'était possible, des livres, des vêtements, de petits objets qui pouvaient rappeler à Henri la mère qu'il connaissait à peine. Mais surtout, elle vivait dans un état d'anxiété constante, ne sachant jamais si son fils était en sécurité, en bonne santé ou même en vie. L'éducation d'Henri au pays de Galles était complète et pratique. Jasper Tudor veilla à ce que son neveu apprenne non seulement les accomplissements nobles habituels, l'équitation, l'escrime, la musique et la danse, mais aussi les compétences plus difficiles de la survie. Henri apprit à parler couramment le gallois, à comprendre les rythmes de la vie rurale et à commander la loyauté des hommes qui ne lui devaient que du respect. Ces leçons s'avéreraient inestimables lorsqu'il retourna finalement pour réclamer son trône. L'éducation de Marguerite continua à travers son mariage avec Stafford. Elle apprit à gérer d'immenses domaines, à lire les comptes financiers et à comprendre le réseau complexe d'obligations qui liait la société médiévale. Elle étudia le droit, l'histoire et la théologie avec l'intensité d'une universitaire. Sa bibliothèque devint l'une des plus belles collections privées d'Angleterre, remplie d'œuvres en latin, français et anglais sur des sujets allant de la stratégie militaire à la théologie mystique. En 1461, tout changea à nouveau. Édouard IV remporta une victoire décisive à la bataille de Towton, l'engagement le plus sanglant jamais livré sur sol anglais. Environ 50 hommes se rencontrèrent sur un champ enneigé du Yorkshire, le dimanche des Rameaux, le 29 mars 1461.
Le soir venu, près de la moitié étaient morts. La cause Lancastre était en ruine, ses dirigeants dispersés ou morts. Henri XVI s'enfuit en Écosse tandis que Marguerite d'Anjou embarquait pour la France avec son jeune fils Édouard de Westminster. Les suites de Towton créèrent une situation nouvelle et dangereuse pour Marguerite. Son sang Lancastre la rendait automatiquement suspecte aux yeux d'Édouard IV, mais son mariage avec Stafford lui offrait une certaine protection. Plus dangereusement, son fils en bas âge au pays de Galles représentait un point de rassemblement potentiel pour la résistance Lancastre. Édouard IV avait déjà démontré sa volonté d'exécuter ses ennemis. Extendrait-il cette politique aux enfants? Marguerite passa des nuits blanches à se demander si des soldats viendraient chercher Henri, si elle se réveillerait un matin avec la nouvelle que son fils était mort. Elle développa un réseau d'espionnage élaboré, payant des domestiques et des marchands pour des nouvelles du pays de Galles, soudoyant des clercs pour des copies de la correspondance royale, faisant tout son possible pour anticiper les menaces potentielles. La vigilance constante était épuisante, mais elle garda son fils en vie. En 1469, Henry Stafford fut blessé en combattant pour Édouard IV à la bataille d'Edgecote. La blessure, une profonde entaille à la cuisse qui devint infectée, le laissa partiellement invalide et de plus en plus amer concernant son service à la cause des York. Il avait risqué sa vie pour Édouard IV et reçu peu de reconnaissance ou de récompense. La déception le rongeait, le rendant réceptif à l'influence subtile de Marguerite. Marguerite soigna son mari blessé pendant des mois de convalescence douloureuse, profitant de ce temps pour faire basculer progressivement ses allégeances politiques. Elle ne défendra jamais directement la cause Lancastre. Cela aurait été trop dangereux. Au lieu de cela, elle sema des graines de doute sur la compétence d'Édouard IV, partageant des histoires de corruption et d'incompétence des York, et convainquant progressivement Stafford que son service avait été insuffisamment récompensé. Ce processus nécessita une habileté psychologique extraordinaire. Marguerite dut surmonter des années de loyauté aux York, la gratitude personnelle pour la clémence d'Édouard IV et la prudence naturelle de Stafford. Elle le fit grâce à la patience, à la répétition et à une manipulation habile de son orgueil blessé. En 1470, lorsque le comte de Warwick entama sa rébellion contre Édouard IV, Stafford était prêt à changer de camp. En 1470, le kaléidoscope politique se déplaça à nouveau. Richard Neville, comte de Warwick, le puissant noble connu comme le Ferroy, se brouilla avec Édouard IV et s'allia à Marguerite d'Anjou pour rétablir Henri VI sur le trône. L'alliance était bizarre. Warwick avait initialement placé Édouard IV sur le trône et avait combattu contre Henri VI pendant des années, mais la politique forgeait des alliés étranges et l'orgueil blessé de Warwick l'emporta sur ses loyautés antérieures. Marguerite observa ces événements avec un intérêt intense et un espoir croissant. Si Henri VI pouvait être rétabli, si la cause Lancastre pouvait triompher, alors peut-être son fils pourrait-il revenir de son exil gallois. Elle commença à contacter prudemment d'autres sympathisants Lancastre, sondant l'opinion pour une éventuelle insurrection. Les communications étaient extrêmement dangereuses. La découverte signifierait la mort pour tous les impliqués. Le rétablissement d'Henri XVI en octobre 1470 sembla un miracle à Marguerite. Édouard IV s'enfuit en Bourgogne, son frère Richard de Gloucester à ses côtés, tandis qu'Henri VI était conduit de la Tour de Londres et rétabli officiellement sur son trône. Le pauvre roi fou semblait déconcerté par le tournant des événements, incertain de la manière dont il était passé de prisonnier à monarque du jour au lendemain. Marguerite assista à sa cérémonie de rétablissement à Westminster, voyant par elle-même à quel point le roi Lancastre était devenu faible et confus, mais le rétablissement s'avéra de courte durée. Édouard IV retourna de son exil en mars 1471 avec le soutien de la Bourgogne et une petite armée de mercenaires aguerris. Il agissait rapidement, rassemblant le soutien des nobles qui étaient fatigués du chaos et de l'incertitude. L'affrontement décisif eut lieu à Barnet le 14 avril 1471, où Warwick fut tué dans les combats. 2 semaines plus tard, à Tewkesbury le 4 mai 1471, la cause Lancastre mourut pour toujours.
En 1471, tout changea. La bataille de Tewkesbury vit la défaite finale de la cause Lancastre et la mort d'Édouard, prince de Galles, le dernier héritier direct du trône d'Henri VI. Le prince mourut dans les combats, bien que certains récits suggèrent qu'il fut assassiné après avoir été capturé. Sa mort, combinée à la disparition mystérieuse d'Henri VI lui-même peu de temps après, mit fin à la lignée directe des Lancastre. Soudain, le fils adolescent de Marguerite devint le prétendant le plus viable à la succession Lancastre, et donc l'une des personnes les plus dangereuses d'Angleterre. Sa prétention était complexe et lointaine, remontant à la lignée des Beaufort, et compliquée par des questions de légitimité soulevées des générations plus tôt. Mais en l'absence d'héritier lancastrien direct, la prétention d'Henri Tudor commença à paraître de plus en plus importante à ceux qui s'opposaient à la domination des York. Jasper Tudor, reconnaissant la menace immédiate qui pesait sur la vie d'Henri, prit une décision désespérée. Il emmènerait le garçon en exil plutôt que de risquer sa capture et son exécution presque certaine. La décision était déchirante mais nécessaire. Rester au pays de Galles signifiait la mort, mais l'exil signifiait abandonner tout ce qu'Henri avait connu. Lors d'une nuit agitée par les tempêtes en septembre 1471, Henri Tudor, âgé de 14 ans, embarqua à Tenby et partit pour 14 années d'exil en Bretagne. Le départ fut précipité et dangereux. Les forces des York s'approchaient des derniers bastions lancastriens au pays de Galles. Henri et Jasper eurent peu, être une heure d'alerte avant que les soldats ennemis n'arrivent au château de Pembroke. Marguerite n'était pas présente au départ de son fils. Elle était en Angleterre, ignorant que son enfant fuyait pour sauver sa vie, jusqu'à plusieurs jours plus tard. Lorsque la nouvelle lui parvint enfin, le choc fut accablant. Elle avait passé 14 ans séparée d'Henri par l'étendue du pays de Galles. Maintenant, ils étaient séparés par la Manche et l'hostilité des nations. Elle ne pouvait savoir si elle le reverrait un jour. Se tenant sur les falaises galloises dans son imagination, le vent fouettant son manteau autour de son corps, Marguerite affronta la possibilité qu'elle venait de perdre tout ce qui comptait pour elle. Son fils était parti, être pour toujours. Sa cause était vaincue, ses dirigeants morts ou dispersés. Sa propre position était de plus en plus précaire tandis qu'Édouard IV consolidait sa victoire et commençait à régler ses comptes avec ses ennemis. Marguerite retourna en Angleterre et auprès de son mari, Henry Stafford, avec un cœur qui s'était durci comme de l'acier. Si elle ne pouvait être une mère au sens traditionnel, elle serait quelque chose d'autre, une stratège, une survivante, une femme qui passerait le reste de sa vie à travailler pour placer son fils exilé sur le trône d'Angleterre. Le chagrin de la séparation se transforma en ambition froide et calculatrice. La transformation fut remarquable. Les courtisans qui avaient connu Marguerite comme une jeune femme douce et pieuse rencontrèrent soudainement une formidable stratège politique qui semblait prévoir 3 coups d'avance dans chaque situation. Elle commença à construire des réseaux de soutien à travers l'Angleterre, identifiant les nobles qui pourraient être persuadés de soutenir le retour éventuel de son fils. Le travail était dangereux et épuisant, mais il lui donnait un but. Henry Stafford mourut en 1471, peu après le début de l'exil d'Henry. Le timing était suspect aux yeux de certains observateurs. Stafford était en mauvaise santé depuis sa blessure de guerre, mais sa mort survint à un moment remarquablement opportun pour les manœuvres politiques de Marguerite. On ignore si elle est due à des causes naturelles, à un empoisonnement ou simplement au stress. Mais sa mort laissa Marguerite libre de poursuivre ses ambitions plus ouvertement. Marguerite, alors âgée d'une trentaine d'années et veuve à 2 reprises, devait prendre une décision cruciale concernant son 3e mariage. Elle aurait pu choisir la sécurité, en épousant un noble mineur qui protégerait ses domaines et la laisserait seule dans son deuil après la perte de son fils. Au lieu de cela, elle choisit le pouvoir. Son 3e époux fut Thomas Stanley, Lord Stanley, l'un des nobles les plus habiles politiquement en Angleterre. Stanley était un maître du jeu qui avait détruit tant d'autres. Il était spécialisé dans le soutien au camp gagnant au dernier moment possible, changeant de camp avec un timing si parfait qu'il se retrouvait toujours du bon côté de tout conflit. Sa famille contrôlait des forces militaires importantes dans le nord-ouest de l'Angleterre,
et ses relations politiques s'étendaient à tous les niveaux de la société, de la cour royale aux guildes marchandes. Pour Marguerite, un allié avec Stanley signifiait l'accès à des réseaux de renseignement, à une influence politique et à des ressources militaires qui pourraient un jour s'avérer cruciales pour la cause de son fils. Pour Stanley, le mariage avec Marguerite lui apportait le prestige du sang Buffett et des relations au sein de la noblesse. Le mariage était un partenariat de convenance, mais il s'avéra remarquablement efficace. La cérémonie de mariage fut fastueuse pour l'époque, conçue pour annoncer l'importance continue de Marguerite malgré l'exil de son fils. Les festivités durèrent 3 jours, avec des tournois, des banquets et des offices religieux qui attirèrent des nobles de toute l'Angleterre. Édouard IV lui-même assistait, reconnaissant peu, être qu'il valait mieux avoir la dangereuse Marguerite Buffett sous sa surveillance plutôt que de la laisser agir dans l'ombre. L'arrangement matrimonial était complexe et soigneusement négocié. Marguerite conserva le contrôle de ses domaines Buffett et le droit de poursuivre les intérêts de son fils. Stanley gagna une épouse dont l'intelligence et les relations complétaient ses propres compétences politiques. Tous deux comprirent que leur partenariat était basé sur un avantage mutuel plutôt que sur l'amour romantique, une solution pragmatique aux défis auxquels ils étaient confrontés. Ensemble, ils traversèrent les dangereuses années finales du règne d'Édouard IV, survivant aux purges et aux bouleversements politiques qui détruisirent beaucoup de leurs contemporains. Marguerite utilisa sa position d'épouse de Stanley pour recueillir des renseignements sur la politique royale et pour maintenir des communications avec les exilés et les sympathisants potentiels. Stanley protégea ses activités tout en construisant sa propre base de pouvoir pour faire face à d'éventuels conflits. Pendant ce temps, en Bretagne, Henri Tudor grandissait en exil. Le duché de Bretagne, techniquement indépendant et gouverné par le duc François II, était pris entre les pressions concurrentes de la France et de l'Angleterre. La situation d'Henri y était précaire. Il était précieux comme allié potentiel ou monnaie d'échange, mais aussi dangereux comme point focal de l'opposition anglaise à Édouard IV. Les lettres entre la mère et le fils devinrent encore plus rares et codées avec soin au fil des ans. Ils utilisaient de faux noms, des encres invisibles et des codes complexes pour communiquer. Les messages étaient cachés dans une correspondance apparemment innocente concernant le commerce ou les affaires familiales. Le système était lourd et peu fiable, mais il maintenait la connexion vitale entre le réseau d'espionnage de Marguerite en Angleterre et la cour d'Henri en exil. Marguerite vivait dans la peur constante que son fils soit mort, tué par des assassins envoyés par York, ou simplement emporté par une maladie ou un accident en terre étrangère. Le fait de ne pas savoir était être pire qu'une tragédie définitive. Elle développa un système élaboré d'informateurs qui lui apportaient des nouvelles de Bretagne. Marchands, pèlerins, diplomates, quiconque avait vu son fils ou entendu parler de son bien-être. Le réseau d'espionnage que Marguerite construisit était extraordinaire dans son ampleur et sa sophistication. Elle avait des informateurs dans les palais royaux, les guildes marchandes, les maisons monastiques et les foyers nobles à travers l'Angleterre et le continent. Les informations lui parvenaient à travers un réseau de communication secrète qui aurait impressionné les maîtres espions professionnels. Elle connaissait les mouvements de troupes avant certains commandants, entendait les ragots de la cour avant qu'ils n'arrivent aux oreilles du roi et surveillait la santé et les loyautés des alliés et des ennemis potentiels. Édouard IV mourut inopinément en avril 1483, laissant son fils de 12 ans, Édouard IV, hériter du trône. La mort du roi fut soudaine, mais non entièrement surprenante. Il avait vécu durement, mangeant et buvant à l'excès, et sa santé se dégradait depuis des années. Mais sa mort à 40 ans plongea le royaume dans une crise immédiate, car un roi enfant nécessitait une régence qui pouvait facilement devenir une dictature. Cependant, le jeune roi ne serait jamais couronné. Son oncle Richard, duc de Gloucester, prit le pouvoir lors d'un coup d'État qui choqua même la noblesse anglaise, durement habituée à la violence. Le jeune Édouard V et son frère Richard disparurent dans la tour de Londres pour ne plus jamais être vus vivants. Richard III fut couronné roi en juillet 1483,
mais son règne commença sous un nuage de suspicion qui ne se dissiperait jamais. Pour Marguerite, l'usurpation du pouvoir par Richard représentait à la fois un danger terrible et une opportunité sans précédent. La prise de pouvoir par Richard avait détruit la légitimité des York. Soudain, la revendication lointaine d'Henri Tudor par la lignée Beaufort commença à apparaître comme une alternative viable à un roi soupçonné d'avoir assassiné des enfants. Marguerite commença à comploter avec une audace à couper le souffle, travaillant par l'intermédiaire de l'évêque John Morton et d'autres exilés. Elle coordonna une rébellion en Angleterre, tout en organisant l'invasion de son fils depuis la Bretagne. Le complot nécessitait un timing parfait, un financement important et des communications à travers des centaines de kilomètres de territoire hostile. La rébellion s'effondra en octobre 1483 lorsque la trahison révéla l'invasion prévue d'Henri. Marguerite observa avec horreur l'exécution de ses complices. Elle échappa à la mort uniquement grâce à son mariage avec Stanley, mais fut placée en résidence surveillée et dépouillée de ses titres. Mais Marguerite n'était pas vaincue. Même sous surveillance, elle continua à comploter par le biais de lettres codées et de serviteurs de confiance. Elle passa des mois à planifier non seulement le retour de son fils, mais aussi son règne réussi en tant que roi. Lorsque Henri envahit finalement Milford Haven en août 1485, la patience de Marguerite dans le développement de la famille Stanley porta ses fruits. À Bosworth Field, le 22 août 1485, Richard III mourut en combattant dans la boue du Leicestershire. Les forces de Stanley, positionnées pour soutenir Richard, se retournèrent contre lui dans une trahison orchestrée par Marguerite au cours d'années de manipulation habile. Son fils était roi d'Angleterre. Après 28 ans de séparation, 14 ans d'exil et des décennies de planification patiente, Henri VII avait triomphé. Marguerite devint la femme la plus puissante d'Angleterre, mais elle ne connut plus jamais la simple relation mère-enfant qui lui avait été volée par nécessité politique. Marguerite vécut assez longtemps pour voir son fils établir la dynastie Tudor, épouser Élisabeth de York pour unir les maisons en guerre et engendrer le prince qui deviendrait Henri VIII. Elle mourut en 1509, quelques jours après le couronnement d'Henri VII, ayant accompli un arc d'ambition qui avait commencé dans la salle de naissance ensanglantée du château de Pembroke. Le coût du succès de Marguerite ne peut être calculé en termes simples. Elle sacrifia son corps pour donner un roi à l'Angleterre, sa maternité à la nécessité politique et son bonheur personnel à l'ambition dynastique. La fillette de 13 ans qui criait de douleur à Pembroke Castle n'aurait jamais pu imaginer la femme qu'elle deviendrait, la mère du roi, la fondatrice d'une dynastie, la femme qui mit fin aux guerres des Deux Roses grâce à un amour maternel, transformé en or politique. À l'abbaye de Westminster, où Marguerite de Beaufort repose dans son tombeau de marbre noir, les visiteurs peuvent lire l'inscription latine qui résume une vie d'accomplissement extraordinaire bâtie sur des sacrifices exceptionnels. Mais ils ne peuvent entendre les échos de ce cri lointain, le son d'un enfant en agonie, donnant naissance à l'avenir de l'Angleterre. Ce son et l'histoire qu'il a commencé restent enfouis dans les murs de pierre d'un château gallois où les vagues de l'Atlantique s'écrasent toujours contre les falaises et où le vent hurlant à travers les pierres. Ancienne porte les murmures d'une fille qui est devenue reine-mère grâce à des souffrances qu'aucun enfant ne devrait jamais endurer.